Comme vous pouvez voir sur l'écran, les nouvelles générations de la culture, rêve de liberté et de victoire. Cette table ronde elle est une invitation à un cher ami, Ronan Grossia, secrétaire général de l'ADIAF, l'Association de la diffusion internationale de l'art contemporain, qui diffuse l'art français, mais non seulement français, des artistes basés en France aussi, et qui sont à l'origine du prix Marcel Duchamp, donc le plus grand prix d'art contemporain en France, dont Gaëlle Chouane vient d'être la lauréate. Donc vous pouvez voir son exposition au Centre Pompidou actuellement. Donc je vais inviter Ronan Grossia qui ensuite présentera ses invités. Merci beaucoup Daniel. Bonjour à tous, je vais appeler chacun d'entre vous à venir me rejoindre et à vous installer. Ferdinand, Zola, Shaima, Mathieu, Oulimata. Installez-vous où vous souhaitez. Ravi d'être au sein d'Expo Favela, c'est la première édition. Merci Daniel pour l'introduction. Merci à toute l'équipe, à Karina d'avoir organisé ça. Le thème de cette discussion, de cette table ronde est Nouvelle génération de la culture, rêve de liberté, de victoire. Rêve de liberté, de victoire est une référence à Moi, Tituba, sorcière, le roman de Maryse Condé, qui est décédée cette année en avril 2024. Et particulièrement à la conclusion de ce roman, qui se termine par des mots de Tituba. Car vivante comme morte, visible comme invisible, je continue à penser, P-A-N-S-E-R, à guérir, mais surtout, je me suis assigné une autre tâche, à guérir le cœur des hommes, l'alimenter de rêves de liberté, de victoire, pas une révolte que je n'ai fait naître, pas une insurrection, pas une désobéissance. Alors on va voir avec chacune d'entre vous, comment par vos projets, vous transformez le monde de la culture, le monde des industries créatives. Quelles sont également vos initiatives qui sont lancées sur cette année et sur l'année prochaine. Juste à ma gauche, Zola Shinminsteva Kondamambu, vous êtes commissaire d'exposition, vous avez cofondé le collectif Beyond the Post-Soviet, qui est très actif en ce moment, notamment dans le cadre de plusieurs expositions en lien avec la scène des ex-pays de culture soviétique. On regardera avec vous quels sont les projets à venir. Et vous avez été chargé de mécénat à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Shaima Drira, vous êtes enseignante à Sciences Po, vous êtes chercheuse doctorante à la New York University. Vous êtes directrice du think tank Troisième Lieu, qui est basé et hébergé par les Ateliers Médicis, une structure très dynamique pour l'ensemble de la région parisienne. Et vous lancez l'initiative Forum du multiculturalisme à partir de 2025. Mathieu, vous êtes réalisateur, notamment d'un très beau documentaire sur France Fanon qui s'appelle Trajectoire d'un révolté. Vous êtes également réalisateur de fiction avec le dernier film Brûlé Neige qui est sorti en 2021 de mémoire, 2021. Vous êtes président de l'association non-profit Édouard Glissant Art Fund. On parlera des projets qui sont liés à cette structure et notamment des projets qui iront au Brésil et aux États-Unis. Et vous êtes directeur artistique de la société Cercle Musique avec là aussi toute une série de nouvelles initiatives. Oulimata Gueye, au centre. Vous êtes chercheuse, vous êtes commissaire d'exposition et vous êtes responsable du post-diplôme art aux Beaux-Arts de Lyon. Et vous avez soutenu une grande partie des nouvelles scènes aujourd'hui qui apparaissent au sein de la scène française. Kokou Ferdinand Makouvia, vous êtes artiste, fondateur du collectif Art Messiamé qui investit beaucoup, on en parlera, sur les nouvelles écritures curatoriales. Et vous lancez également une nouvelle initiative à partir de 2025 qui s'appelle Ongpaksa. Chacune de vous a toute une série d'expériences clés qui pourraient être utiles aux nouvelles générations. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer avec chacune un projet clé. Peut-être Zola, on va vous laisser la parole pour démarrer autour des initiatives du collectif Beyond the Post-Soviet.
et notamment l'exposition en cours à la Maison de la Culture d'Amiens jusqu'à mi-2025 et une installation au sein du Palais de Tokyo. Je vous laisse la main pour évoquer cette action. Merci beaucoup Ronan, merci également à Expo Fabula, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, pour revenir sur le collectif, donc moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Beyond the Post-Soviet, qui a été cofondé, non pas par moi, mais par 3 personnes qui sont Sacha Pevac, Yulia Fish et Patricia Couvet, et qui partageaient justement une volonté de créer un espace à la fois artistique et de réflexion culturelle autour des espaces qu'on appelle post-socialistes et post-soviétiques. Il faut savoir que c'est une terminologie aussi qui est très controversée dans la mesure où certains pays comme les États baltes ou l'Ukraine, qui sont sous le coup de l'impérialisme russe toujours, n'acceptent pas cette terminologie, et c'est important de le préciser. On l'emploie dans le contexte français où ces zones géographiques ont encore du mal à être, et leur diversité ont du mal à être connues. Donc c'est un collectif non hiérarchique qui regroupe aujourd'hui à peu près une quinzaine de personnes qui sont réparties à la fois en Europe de l'Est, donc Ukraine, mais également dans les Balkans, en Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, et dans les pays baltes, et puis bien évidemment la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis. Donc pour dire quelques mots sur notre projet principal, qui est aujourd'hui celui de la Maison de la Culture à Amiens. Nous avons remporté l'an dernier un appel à projet du ministère de la Culture, donc qui s'appelle Cura, et qui avait pour but de lier des commissaires d'expo avec des scènes nationales. Donc des scènes nationales qui n'ont pas justement l'habitude d'exposer en grande pompe, disons, de l'art contemporain. Et le but, c'était de réfléchir à quelque chose sur ces espaces-là. Nous, on a vraiment réfléchi notre projet autour de la question de l'espace de la Maison de la Culture à Amiens, autour de 3 axes. Ce qu'on voulait, c'était vraiment à la fois penser à nos espaces et les faire connaître, mais également faire quelque chose qui parle au public d'Amiens et donc travailler avec la localité. Et on a basé le projet sur 3 piliers principaux, que sont les liens architecturaux entre le nord de la France et les espaces post-soviétiques. Il faut savoir qu'en fait, toutes les techniques bétonisées qui font l'architecture des espaces post-soviétiques et post-socialistes aujourd'hui ont en fait été inventées et importées de France, et notamment dans le nord de la France, où on a reconstruit le nord de la France très bombardé après la guerre avec ces techniques-là, et elles ont ensuite été achetées par l'URSS. Et donc propagée, et c'est l'architecture, disons, soviétique brutaliste qu'on connaît aujourd'hui. Premier pilier. Deuxième lien, c'est un lien autour de la figure de la Maison de la Culture en elle-même. Pourquoi ? Parce que la Maison de la Culture, c'est à la fois un héritage qui est présent en France et qui est vu plus ou moins de manière positive, mais c'est également un héritage qui est très présent dans les espaces post-soviétiques, mais qui est vu sous une lumière un peu différente, dans la mesure où aujourd'hui, c'est quand même des espaces culturels qui portent l'empreinte notamment de l'impérialisme et de l'influence russe. Et c'est une empreinte qui est très forte. C'est une empreinte à la fois de langue, d'influence politique, géoculturelle, mais donc aussi de culture. Et donc c'était très intéressant aussi pour nous de regarder comment est-ce que les différents espaces se réapproprient et réutilisent en fait ces maisons de la culture, que ce soit dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, où elles sont utilisées pour notamment soigner et aider des blessés, mais également en Arménie, où elles sont donc devenues le refuge de certains artistes qui fuient cette fois-ci l'invasion azérie. Et donc ça, c'était un deuxième point. Et on voulait aborder aussi, dans l'espace francophone et français, comment ces maisons de la culture abordent la culture de manière encore très élitiste, très top-down parfois. Et on voulait mettre ça en contradiction avec nos espaces. Et troisième point, et là c'est un point très local, c'est un point sur les questions coloniales. Et comment est-ce qu'on peut intégrer la question coloniale à la localité ? Et on a choisi de travailler dans ce cadre-là sur le bleu d'Amiens. Le bleu d'Amiens qui est en fait une plante native du nord de la France et qui a fait sa prospérité. Cependant, après la Renaissance, cette plante connaît en fait, elle coule progressivement et tout le commerce autour d'elle. Et en fait, ça va précipiter la chute économique de la région. Et cette chute, elle est facilitée par l'arrivée de nouvelles marchandises, dont l'indigo, qui, à la fois chimiquement, est un petit peu plus facile à manipuler que le bleu d'Amiens, mais qui est également issu de l'esclavage, de l'esclavagisme. Et donc, pour nous, c'était très important de souligner que jusque dans les espaces, jusque dans la localité, jusqu'à Amiens, et pas uniquement à Paris, à Bordeaux, à Nantes, les villes qu'on connaît déjà, cette question de l'empire colonial français et de la question de l'histoire française de l'esclavage, elle était déjà présente. Merci beaucoup, Zola. Sheima, quelques mots sur le think tank Troisième Lieu.
et sur les assises de la diversité que vous avez lancées, cofondées avec Clément Postec, avec le soutien à la fois de plusieurs institutions, évidemment du Festival d'Avignon, mais aussi des ateliers Médicis. Oui, déjà je vous remercie pour cette invitation, Rodin, et Expo Favela. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de nos différents projets. Alors, Troisième lieu, c'est un projet assez expérimental qu'on a lancé avec Clément Postec il y a à peu près 1 an et demi et qui découle en fait de nos dialogues transatlantiques avec Chicago. Et on s'est rendu compte en fait dans le cadre de ce programme qui était à la fois issu de la société civile mais aussi issu disons, d'une volonté institutionnelle, CLI-Chicago, qu'il y avait une espèce de tiers-lieu, de troisième lieu, entre ces banlieues, ces quartiers défavorisés. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'être là pour parler des favelas et du contexte brésilien, parce qu'il y a bien une identité urbaine, une identité des périphéries, qui est à la fois politique mais aussi culturelle, qui dialogue en fait en permanence. Et ce dialogue des périphéries, c'est souvent une conversation qui est un oubli, une occultation un peu des politiques publiques, des institutions, des établissements culturels. Et nous, on s'était dit, mais en fait, il faut creuser ça, en fait. Donc, le projet Troisième lieu, c'est vraiment un projet expérimental qui découle de la méthode, disons, latourienne, celle de la recherche et de l'action, de l'enquête, où on ne se met pas forcément des limites, où il n'y a pas forcément de cadre préétabli ou régi. C'est l'idée que avant de mener toute action préalable, il faut enquêter, ne pas poser de regard stéréotypé ou cliché sur un contexte, d'avoir toujours une approche relationnelle de la culture, d'avoir toujours une approche, comme tu le disais très bien, Zola, de l'ancrage territorial. Et du coup, Troisième lieu est né de ces initiatives propres au quartier populaire, parce que pour nous, ce qui était fondamental de témoigner, c'était de dire qu'il y a une vitalité de la vie des idées dans ces espaces-là, qu'on sous-estime, qu'on présente toujours comme des déserts intellectuels, des déserts politiques, des déserts culturels, alors qu'il n'en est absolument rien. Je crois que cet événement le prouve en fait aujourd'hui. Du coup, il y a eu pas mal d'initiatives, disons, comme je l'ai dit, expérimentale, avec Clément, l'organisation de Movement au Centre Pompidou, l'exposition Ce qui est déjà là, qui est inspirée d'un texte, La leçon de Clichy d'Olivier Marbeuf, qui parle finalement de la rénovation urbaine en cours dans ces territoires et de la manière dont ces espaces-là sont reconfigurés en permanence par la gentrification du Grand Paris, et de dire non mais en fait on doit faire avec ce qui est déjà existant dans ces espaces, qu'on arrête d'avoir cette approche coloniale des banlieues, des favelas et du soft side de Chicago, des gaietés noires, qu'on dialogue avec les populations, qu'on leur demande finalement quelles sont les transformations qu'elles appréhendent, quelles sont les transformations qui les inquiètent, et est-ce qu'il y a un désir, une volonté de transformation dans ces espaces, au lieu de venir avec sa pelleteuse et tout détruire. Et donc il y a eu ce projet Movement, il y a eu un symposium qu'on a organisé à la Biennale d'architecture de Chicago, où on a travaillé avec Fahim Majid, qui dirige le Floating Museum, qui est aussi une approche contextuelle de l'art flottant, l'art en relation avec les habitants, on parle beaucoup de l'accessibilité de l'art et des publics empêchés. On dit comment on va faire venir les publics dans les centres d'art, dans les musées. La démarche du Floating Museum, qui peut nous inspirer en Europe et aussi au Brésil, c'est de dire qu'on doit aller à leur contact et ne pas leur imposer l'art d'en haut. Et donc ça, c'est un peu la démarche de Troisième lieu, Chicago, la Seine-Saint-Denis, avec le Centre Pompidou, le Floating Museum, les ateliers Médicis. On continue à organiser des débats d'idées dans le cadre des jeudis Médicis, avec des auteurs, des écrivains, et toujours en lien avec les habitants, en particulier du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. Et enfin, les ateliers les assises des diversités. Ça, c'est un projet, disons, un peu plus scientifique, qu'on est en train de mener avec Clément Postec, et qui va avoir une suite à la fois, et on en parlera tout à l'heure, avec le Forum du multiculturalisme, mais aussi avec une étude d'impact qu'on souhaite faire pour le ministère de la Culture sur l'intersectionnalité en France à la direction ou à la tête des établissements culturels. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de représentation des diversités? Et vraiment, je parle de la diversité dans son acception plurielle, diversité territoriale. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes issues des territoires ruraux, des territoires ultramarins, mais aussi des territoires qu'on dit des banlieues ou des périphéries urbaines. La question du handicap, qu'on oublie souvent d'un point de vue intersectionnel. Et puis évidemment, la question des communautés queer, transgenres, et des femmes et des personnes racisées. Donc voilà, les assises, c'était cet événement qu'on a organisé au Festival d'Avignon, donc interpeller
le théâtre et le spectacle vivant sur ce manque de diversité à la fois sur les plateaux, la question de la représentation des artistes racisés, mais c'était aussi de dire le manque de représentation tout simplement à la tête des établissements, des scènes nationales. Voilà, donc on est polymorphe au sein de Troisième Lieu, on est aussi polyvalent, on fait des études d'impact, on fait de l'enquête empirique, mais on fait aussi du débat d'idées et on a aussi une activité curatoriale, mais c'est vrai que le cœur de métier de Troisième Lieu, ça reste quand même la recherche. Voilà. Merci beaucoup, Shaima. Alors, vous êtes d'autant plus à saluer qu'au-delà de toutes ces initiatives pour investir le monde de la culture, vous investissez et vous aidez les nouvelles générations à investir aussi les formations d'élite. Et je vous ai vu agir à Sciences Po où vous y faites un travail vraiment formidable. Donc, bravo à vous. Alors, vous évoquiez à la fois l'univers des biennales. C'était la biennale d'architecture que vous évoquiez. Donc, il y a une biennale à Sao Paulo qui est une biennale clé pour Expo Favela qui démarrera second semestre de l'année prochaine. Et vous évoquiez aussi l'art relationnel, en référence évidemment, je pense aussi à Édouard Glissant. Et donc, Mathieu, c'est à vous que je vais passer la parole sur deux projets. Deux projets importants, un projet de cercle musique pour développer une nouvelle salle de concert immersive, nomade, ou qui voyagera peut-être aussi en Amérique latine, vous nous direz, et un projet d'exposition très importante qui permettra de réactiver la collection d'art Édouard Glissant au second semestre de l'année prochaine à Sao Paulo, avec toute une série de symposiums dans plusieurs villes brésiliennes. Et cette collection d'art est amenée à voyager, notamment au MoMA New York en 2026 et dans d'autres univers par la suite. Je vous laisse la main, vous pouvez prendre le micro de Ferdinand ou Limata. Allez-y, Mathieu. Bonjour à tous, merci à l'Expo Favela, merci Ronan. Oui, alors il y a plusieurs choses. Enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce thème commun de rêve de liberté. Parce qu'en y réfléchissant, là, je me suis rendu compte que je réalisais documentaires pour la télévision. Et finalement, je me suis rendu compte que ce que je fais à travers les différents documentaires, à chaque fois, c'est que je m'intéresse, je pense, au rêve de liberté des autres. J'ai fait un premier documentaire sur Frantz Fanon, qui était un psychiatre révolutionnaire, qui était né en Martinique, qui a été un héros de la Seconde Guerre mondiale, qui est décoré, etc., et qui ensuite est devenu un porte-parole de la révolution algérienne. Et par ailleurs, qui a écrit des livres qui sont encore des références en termes de pensée révolutionnaire. Et Frantz Fanon, il a tout un chapitre, même plusieurs chapitres, consacrés aux rêves de certains de ses patients en tant que psychiatre en Algérie, où il dit justement que en fait, les Algériens, à l'époque de la colonisation, se libèrent tous les soirs de 10h à 6h du matin dans leurs rêves. Et c'est la première étape, en fait, avant une vraie révolution, une vraie libération. Et ensuite, j'ai fait un deuxième documentaire sur le régime de Vichy dans les colonies, qui est un sujet... Le régime de Vichy, bon, on l'a bien étudié, mais c'est vrai que dans les colonies, c'était quelque chose qui était un peu plus obscur. Et là aussi, ça a révélé tout un tas de complexités et puis de témoignages de l'époque venant des colonies, alors qu'on s'intéresse plutôt à la scène européenne pendant la guerre, qui révèlent aussi toute cette panoplie finalement de rêves de liberté propres à chaque territoire. Et là, je suis en train de développer un film qui est un documentaire pour France Télévisions, encore une fois, et qui traite des sentiments d'appartenance ou non des populations dites d'outre-mer à la France et à la communauté nationale. Et encore une fois, là, c'est vrai qu'il y a toute cette question de qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'indépendance, où est-ce que ça se joue au niveau de l'imaginaire, au niveau du politique, au niveau de l'économique, on a les manifestations sur la vie chère, etc. Et donc, dès qu'on parle de ça, de toute façon, on retrace à chaque fois des pans entiers de l'histoire coloniale. Et finalement, ce qui relie tout ça, je pense, dans mes recherches, c'est
c'est le fait que beaucoup des sujets qui m'intéressent, beaucoup des personnes qui m'intéressent, ont ce sentiment mêlé à différentes époques de se sentir à la fois fils et étranger. Fils d'une nation et étranger de cette même nation. Et ce mélange-là, je pense que c'est un mélange qui a produit des situations absolument diverses en termes de politique, mais aussi en termes culturels, et qui a, je pense, nourri énormément d'œuvres. Et je pense qu'il a aussi nourri même l'œuvre de mon père, Édouard Glissant, qui était écrivain d'origine martiniquaise, et qui, à 18 ans, est arrivé en France pour faire ses études, et qui a écrit, parmi les premières lignes qu'il a écrites à ce moment-là, c'est « Je me sens ici fils et étranger à la fois ». Fils et étranger, mais le fils et l'étranger sont aussi importants. Et j'ai l'impression que tout le reste de son œuvre, ça a été d'essayer de dépasser en fait cette contradiction et de trouver de nouvelles façons de la traiter, de s'élever peut-être au-dessus de la contradiction. Et peut-être que quelque part, sans me mettre à ce même niveau-là, je m'intéresse aussi à des personnes qui ont des sentiments communs ou qui ont des destins qui s'apparentent à ce genre de recherche-là. Et du point de vue de la... Alors c'est pour ça aussi que je pense que ce qu'on fait avec donc le Fonds d'art Édouard Glissant, tu parlais de l'exposition qui arrive en 2025, qui sera une exposition finalement assez itinérante aussi. Enfin, pourquoi comment dire, reprendre cette collection d'art que mon père n'a pas acheté en fait, hein, qui vient de ses amitiés avec les artistes contemporains de son époque. Pourquoi la faire ressortir? Pourquoi la faire voyager? Pourquoi la faire dialoguer avec des artistes, etc. Je pense que c'est aussi parce que ça permet de nous rendre compte qu'il y a des ponts à travers les époques et qu'il y a des thématiques, des problématiques que l'on rencontre maintenant, que l'on rencontrait déjà avant, qui ont été traitées et qui ont été particulièrement traitées dans un contexte colonial, post-colonial, etc. Et c'est bien de... J'ai l'impression qu'on a... Et bon, peut-être que vous n'êtes pas tous d'accord, mais moi j'ai l'impression qu'on a un problème de mémoire, très souvent, dans les territoires anciennement colonisés. J'ai l'impression que parfois qu'on n'a même pas la mémoire d'il y a 20 ans. Et parfois qu'on répète, qu'on ressasse, etc. Et parfois ça fonctionne, mais j'ai l'impression que aussi ce qu'on fait avec l'Édouard Glissant Art Fund, c'est pouvoir déterrer ce passé culturel, le raviver et en faire une sorte de socle, si on peut, pour de nouveaux gestes d'art, de nouveaux gestes créatifs, etc. Et le dernier point, c'est un peu un grand écart parce que ça n'a pas grand-chose à voir, c'est que je travaille aussi avec Cercle, donc, qui est une société qui est un label de musique et en même temps une société de production et de diffusion de concerts sur YouTube en particulier, spécialisée dans la musique électronique à la base, mais maintenant on s'ouvre. Et avec Cercle, on crée une grande salle qu'on appelle la salle Odyssée, qui va être la première salle nomade, immersive au monde, c'est-à-dire que c'est une salle qui fera, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais en tout cas qui sera pour 5000 personnes à la fois, avec des écrans de 50 mètres de large et 12 mètres de haut, un plafond aussi fait d'écrans, et tous ces écrans ne sont pas des écrans LED, ce sont des écrans rétro-projetés, donc plus écologiques. Et cette salle, on va la déconstruire et la reconstruire dans différentes villes. On commence par Mexico City, on va à Los Angeles et on finit par Paris pour la première saison. Et l'idée, c'était aussi, alors là, c'est moins lié à l'histoire, c'est moins lié bien sûr à la colonisation, etc. Mais il y a quand même cette idée de comment créer de nouvelles conditions d'expérience, de rêve, et ça peut être même des rêves de liberté, parce que l'idée, c'est aussi de projeter des espaces impossibles, naturels et impossibles, dans cette salle-là, qui accompagneront en fait les différents artistes musicaux et leurs performances. Et donc ça commence en 2025,
On est très, très, très excité à l'idée d'ouvrir ça parce que on s'ouvre à tous les genres. Ça va de la musique électronique à la musique néoclassique, en passant par le reggaeton, etc. Et l'idée aussi, c'est de reconnecter les gens, donc les membres du public, avec la ville dans laquelle ils verront les spectacles. Parce que la salle Odyssée a pour principe c'est pour ça que ça s'appelle Odyssée, de suivre une sorte de quête de soi à travers la curation visuelle. Et en fin de compte, on espère pouvoir provoquer une sorte d'expérience audiovisuelle un peu nouvelle qui remette en question notre propre rapport à nos villes, à nos lieux de vie, etc. Voilà, en gros. Merci beaucoup Mathieu et bravo pour ce dynamisme impressionnant. Je peux que vous inciter à aller consulter les documentaires de Mathieu, puisqu'ils ont été produits dans le cadre de France Télévisions, notamment France Fanon, Trajectoire d'un révolté, qui est un formidable documentaire sur cet écrivain penseur qui a été un pionnier, ainsi que le dernier sur la tentative de la France de Vichy d'imposer dans la Caraïbe un régime ségrégationniste. Et dans le cadre de ce documentaire, vous racontez comment les Caribéens, notamment les Martiniquais, ont résisté à cette tentative. Là aussi, ça montre un sacré esprit de résistance. Oulimata, deux sujets que je voudrais évoquer avec vous. Vous avez été la commissaire d'une exposition formidable, Université des futurs africains, qui mettait en avant les nouvelles scènes contemporaines issues du Sud, avec une énorme démarche de recherche. Pour la première fois, une exposition a montré non pas les stéréotypes que les Occidentaux avaient des scènes du Sud, mais la réalité, avec toutes les démarches novatrices qui venaient aujourd'hui du Sud. Vous avez été également, et vous continuez à être responsable du post-diplôme Art des Beaux-Arts de Lyon, qui est le post-diplôme le plus prestigieux aujourd'hui en France, avec une démarche, une volonté très atypique de célébrer toutes les diversités, à la fois les diversités afrodiasporiques, les diversités quelles que soient les mémoires, les imaginaires, les diversités queer. Donc une vraie attente distincte du reste de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la majorité de l'enseignement. Donc j'aimerais vous entendre un petit peu, nous expliquer quels ont été en fait vos moteurs pour ces deux réalisations fantastiques. Merci Ronan pour l'invitation et puis d'être avec vous. Alors moi, bien entendu, de manière évidente, je ne suis pas des nouvelles générations, mais je suis heureuse de pouvoir être sur la scène. Et la différence peut-être aussi avec les 3 premières présentations, c'est que moi je suis née au Sénégal, je suis arrivée en France et je pense que je porte quelque chose de l'ordre d'un rapport à l'immigration de la première génération. Je pense que je porte aussi ça dans ma façon d'être en France et de travailler dans l'art contemporain. Il y a une autre chose aussi que je défends beaucoup qui est la possibilité de l'expérimentation. Et pour moi, l'expérimentation, ça veut vraiment dire que quand je commence quelque chose, je ne sais pas où je vais aller, avec le risque que ça soit un gros échec, parce qu'il y a plein de choses que je n'avais pas envisagées ou que au développement du projet, ça ne marche pas. Mais pour moi, ça c'est vraiment très très important parce que il me semble que sinon on ne peut pas, on ne fait que reproduire. Enfin, on prend le risque, en tout cas, de reproduire. Voilà. Donc ça c'est vraiment le préambule aussi de ma façon de faire les choses. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de mal à en parler, parce que très souvent je ne sais pas très bien où je vais en fait, en réalité. Alors, pour reprendre rapidement ces deux choses sur lesquelles j'ai travaillé, l'Université des futurs africains, c'est arrivé d'une expérience personnelle qui est celle de travailler avec les technologies numériques sur le continent africain et d'être à un moment un peu agacée parce que le grand discours autour des technologies numériques sur le continent africain, après avoir dit l'Afrique est en retard, l'Afrique n'est pas présente sur les questions numériques, l'Afrique a un fossé à combler, ça a été de dire « Ah, c'est le continent du futur » en matière d'usage, en matière de frugalité, en matière d'innovation à la marge, etc.
Et du coup, dans cette exposition, ce que j'ai tenté de chercher, c'était de me dire, mais à partir de quel moment le continent africain est devenu le continent du futur? Pour qui? Pourquoi? D'où émanaient ces discours? Et en comprenant qui portait ce couple, on pouvait aussi comprendre aussi ce que se jouait derrière et quels étaient les intérêts, avec bien entendu le désir central de dire, même si pour beaucoup de dénonciations de l'Afrique et le continent du futur, elles sont extérieures au continent, bien entendu que le continent africain, avec sa diversité, il ne s'agit pas de le résumer, mais depuis bien longtemps, pense aussi son futur, et je me suis appuyée sur cette position de Felwine Sarr qui avait été très médiatisée, qui était de dire le continent africain doit inventer ses propres métaphores du futur. Donc ça a été un peu les points de départ de l'exposition, mais surtout effectivement ce qui a été central à l'exposition, c'était de dire, bon, puisque tout ça ne nous convient pas, est-ce qu'on peut créer des espaces où on repense les savoirs? Et effectivement, ce qui était très important pour moi dans cette exposition, qui n'a pas pu se dérouler comme je l'aurais souhaité, parce qu'il y a eu le Covid et on était juste à la fin, donc l'expo a pu s'ouvrir, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. Et ce qui était central pour moi, c'était la notion d'école. Alors, elle était portée par le collectif des Mutants, qui partait de l'université du futur africain, porté par WAD, qui a été un projet qui a été avorté, comme beaucoup d'universités qui portent en elles aussi l'image d'un modèle occidental de l'université. Et il y avait un grand projet de centre de ressources, d'école et de podcast aussi, qui avait été porté par Afrotopique de Marie Emta. Parce que pour moi, c'était aussi un moyen de faire diffuser de nouveaux savoirs. Et donc cette exposition, c'était une exposition, mais c'était aussi un moment un centre de ressources, c'était une école, parce que c'était l'école des algorithmes vernaculaires, où on faisait le lien entre la question des nouvelles technologies, parce que j'ai appris que c'était un lieu pour les nouvelles technologies ici, et la façon dont le continent africain a apporté dans l'historiographie des techniques, et comment cette position est très souvent invisibilisée, notamment dans l'histoire des technologies numériques. Et je fais un peu le lien avec ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que à Lyon, le post-diplôme, c'est aussi quelque chose où je ne sais pas très bien où je vais, pour être complètement honnête, mais où j'ai le sentiment qu'il faut repenser la façon dont on travaille ensemble au sein d'une école d'art. Et j'ai effectivement cette grande chance de pouvoir le faire au sein du post-diplôme, où je travaille depuis 3 ans, et là j'entame ma 4e année, avec un petit groupe d'artistes dont effectivement les préoccupations et les sujets prennent racine dans ce moment post-colonial, et je dis post-colonial à dessein, et se demandent comment, dans ce lieu très emblématique qui est un lieu, je crois, du XVIIe siècle, on réimagine, on développe des projets de recherche où on réimagine une autre façon de dire le monde. Merci beaucoup, Limata. Alors, vous avez évoqué la volonté aussi de reprendre petit à petit la main sur son parcours, sur son avenir, mais à partir de sa mémoire, de son histoire. Je vais vous passer la parole, Ferdinand. Donc, coucou Ferdinand Makouvia, vous êtes artiste à la fois togolais et français. Vous avez fait vos études pour l'essentiel au Togo, puis en Côte d'Ivoire, et puis à la fin également en France, aux Beaux-Arts de Paris. Vous avez reçu de nombreux prix, et vous avez souhaité, depuis plusieurs années maintenant, investir sur le continent africain en formant de nouvelles écritures curatoriales par un collectif qui s'appelle Art Messiamé, et qui, dans un pays, le Togo, où les formations dédiées à l'enseignement artistique ne sont pas encore très, très développées, vous avez choisi de prendre de l'avance en allant au-delà de l'éducation artistique, mais aussi en investissant sur l'écriture, la construction de sa propre histoire. Je voudrais vous entendre sur vos objectifs et pourquoi vous avez initié cela. Vous êtes particulièrement atypique, je dois dire,
aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain. Ces initiatives sont extrêmement rares. À ma connaissance, il y a la Raw Material basée à Dakar et vous. Et donc c'est particulièrement à saluer. Merci pour l'invitation et merci pour avoir donné la parole. C'est vrai que ces initiatives, vous avez bien dit que j'avais commencé mes études au Togo et c'était très très compliqué de faire de l'art même si j'en avais envie. Et je crois qu'il y a aussi quelques problèmes qu'on rencontre aussi en Europe. Hein. Ce n'est pas forcément que au Togo, mais le pire dans ce pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'école d'art, il n'y a pas il n'y a pas de référence qu'on peut montrer aux parents, qu'on peut montrer aux amis, qu'on peut pour pouvoir se lancer dedans. Et soi-même, on n'a même pas le courage de l'aborder. Mais la chance qu'on avait, c'est que, moi je dis souvent que j'ai fait d'abord la première école d'art, c'est l'école de rue de Lomé, parce que c'est comme ça se fait. Comme anciennement en Europe aussi, où on visitait des ateliers d'artistes pour pouvoir se former. Et c'est ce que j'ai fait en parallèle à la formation en informatique et réseau télécom, pour plaire aussi aux parents. J'ai eu ma licence et après, je me suis dit, ben voilà, il faut continuer ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait l'expérience de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et après, plus tard, j'ai continué en Europe. C'est un long parcours, mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Quand je suis arrivé en Europe, toute ma pensée, c'était c'était de poser la question de pourquoi je n'ai pas eu tout de suite cette possibilité d'étudier ou de rencontrer et quel est l'avenir qui est réservé aux autres jeunes qui veulent faire le même parcours. Donc pour moi, je me suis dit, j'ai eu la chance de faire plusieurs écoles, du coup, 3 écoles. Qu'est-ce que je peux revenir, qu'est-ce que je peux redonner? Et c'est ça aussi une première des idées. La deuxième, c'est que dès qu'il y a une exposition d'envergure dans ces pays, on fait encore appel aux mêmes personnes, enfin, on fait appel aux Français, aux Italiens, aux Américains. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Et voilà, c'est aussi essayer de faire une liste de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment on peut faire fonctionner les choses. Après, c'est vrai, les États, les gouvernements peuvent faire mieux, ils peuvent instaurer des écoles tout de suite, mais ils ne le font pas. Et qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes qui évoluent, enfin, qui ont d'autres expériences, nous pouvons faire? Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une école qui n'a pas de mur. On se rencontre et voilà. Et l'association Atelier Ati est née aux Beaux-Arts de Paris parce que la première expérience, c'était de partir avec les étudiants des Beaux-Arts pour qu'on puisse rencontrer les jeunes artistes qui évoluent dans la rue et de venir ensemble discuter sur les pratiques différentes et de voir comment est-ce qu'on peut échanger et se donner la main et voir comment on peut évoluer. Donc c'est là où ça a commencé avec le nom du projet qui s'appelle Art Messiamé, l'art pour tout le monde. Donc art, c'est art. Maintenant, Art Messiamé en Mina, ça veut dire pour tout le monde. Donc, la langue Mina, pour l'expliquer, c'est la langue du sud, du Togo et du Bénin. Donc Art Messiamé veut dire art pour tous, c'est ça? Art pour tout le monde. Okay. Donc voilà, c'est avec cette initiative, donc on arrive dans cette initiative, l'idée n'est pas de faire une résidence d'artistes et de créer, d'exposer comme on le fait dans tous les pays, mais c'est de provoquer des pensées, des réflexions. Et en parallèle, il n'y a pas d'école d'art, donc comment on peut aussi initier des écritures? Parce que j'ai remarqué, en tout cas personnellement, que dans les pays où ça fonctionne, en tout cas sur le plan artistique, il y a aussi un accompagnement intellectuel qui n'est pas forcément des écrivains, mais plutôt des gens spécialisés dans ce domaine. Et on s'est dit, on va faire des expériences, on va dans les universités, on leur demande les étudiants qui veulent bien participer à nos expérimentations. On réunit chaque année 10 étudiants qui viennent de la communication, des lettres, et toutes les questions d'ailleurs, c'est quoi la sculpture, qu'est-ce que vous appelez l'art contemporain? C'est là où on commence et au final on arrive à leur montrer, en tout cas puisqu'on se mélange tous ensemble avec les artistes,
et on fait quelque chose à la fin. Et leur projet à la fin de la résidence, qui dure que 2 semaines, c'est de tout faire pour écrire sur un artiste et d'avoir, pendant cette période-là, assimilé pas mal de conférences, d'interventions d'artistes qu'on invite de par le monde entier pour venir participer. Voilà, merci. Bravo Ferdinand, ça change les initiatives qui sont plutôt issues d'un mécénat d'entreprise ou d'un mécénat de collectionneurs privés que l'on peut voir en Occident. Là, on est vraiment sur un modèle d'ouverture aux générations, aux nouvelles générations qui arrivent et qui est vraiment à vocation pour tous et pas pour avoir un retour sur investissement. Félicitations pour cette initiative. Alors, comme l'horaire avance, je voudrais vous entendre, chacune d'entre vous, sur un conseil, une recommandation que vous pourriez adresser aux futures générations. Premièrement, Zola, peut-être un mot sur des conseils autour des pratiques collectives et notamment comment les initier, les gérer correctement dans un monde qui pourrait être à la fois partagé au sein d'artistes, curateurs, lorsque les initiatives sont portées par les artistes, curateurs, curatrices elles-mêmes, ou comment investir également ces pratiques collectives au sein d'institutions plus étatiques, plus liées à notre univers administratif. Tout à fait. Alors, effectivement, moi, je vais parler du travail qu'on fait sur la question des pratiques collectives au sein du collectif Beyond the Post-Soviet. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est vraiment la question de l'écoute active. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à développer au sein du collectif. Ça semble être très simple, mais le but, c'est justement, lorsqu'on a une possibilité d'avoir accès à un espace institutionnel, que ce soit le Palais de Tokyo, que ce soit la Gaîté Lyrique, que ce soit le Centre Pompidou, c'est de privilégier et choisir de donner en fait de la place et de créer de la place pour des voix qui sont plus ou moins issues d'un espace marginalisé, des voix qui n'auraient pas accès en fait à un espace institutionnel. Et le collectif cherche plutôt à créer des ponts entre ces voix-là et ces espaces, et vraiment de faciliter à ce qu'à la fois les équipes et les publics de ces espaces puissent être à l'écoute de ces voix lorsque ces opportunités sont créées. Et typiquement, je pense que là, je peux dire quelques mots sur l'installation qu'on a actuellement au Palais de Tokyo et qu'on a commentée avec l'artiste ukrainienne Anna Zviagintseva, qui est une installation qui s'appelle Bench et qui est en fait une archive sonore qui aborde beaucoup de questions. Donc, dans un premier temps, à la fois l'héritage propre et familial de l'artiste Anna Zviagintseva, mais également toutes les questions en fait liées à la fois à la diversité de race, mais également à la diversité de genre qui existent dans les espaces post-soviétiques et qui ne sont pas forcément visibilisés en France. Aujourd'hui, ce sont des espaces qui sont vus encore comme étant très blancs, alors qu'ils ne le sont pas et que la diversité raciale existe en fait dans ces espaces-là. Et en France, c'est très important de mettre en avant ces questions, notamment lorsque politiquement l'extrême droite s'empare de ces espaces-là pour parfois les valoriser. Voilà. Merci Zola. Shaima, peut-être là aussi toujours sur cette ligne de conseils qui pourraient être adressés aux nouvelles générations. Vous aviez évoqué très rapidement tout à l'heure une initiative internationale transatlantique pour aller vers l'autre, pour aller vers les cultures les plus diverses en capitalisant en fait sur sa richesse issue de consciences multiples, issue d'héritages multiples. Comment faire? Quels seraient vos conseils? Oui, alors déjà, ce que je voulais dire dans le sillage de ce que vient d'énoncer Zola, c'est qu'on soit à Chicago ou qu'on soit à Sao Paulo ou en Seine-Saint-Denis comme moi où j'ai grandi, il y a toujours cette expérience de la vulnérabilité, de la fragilité sociale, mais surtout une vulnérabilité qui est propre au territoire. Et on a parlé de relations et en particulier de ces voix empêchées. Je me souviens que dans le traité du Tout-Monde, Glissant parlait des voix bâillonnées, des histoires et des mémoires raturées. Alors comment on fait pour, quelque part, exhumer ces mémoires empêchées? Et je crois que notre démarche au sein de Troisième Lieu, c'est d'être dans une approche empathique. C'est quelque chose qui nous manque parfois en France, d'être dans une relation de soins pour permettre ces dialogues. Je crois que cette question de l'empathie, elle a surgi avec beaucoup d'élégance dans nos dialogues avec des artistes comme Tonika Johnson, qui a grandi dans un des quartiers les plus ségrégés de Chicago, Englewood, un quartier marqué par les cicatrices de la ségrégation, celle de la Red Lines. Quand elle est venue à Clichy-sous-Bois, Tonika a immédiatement senti une empathie naturelle pour les habitants
du chêne pointu, qui était majoritairement noir. Il y avait une expérience interdiasporique qui est parfois oubliée, qui est parfois omise, mais qui permet de créer des rapprochements naturels, des rapprochements organiques entre les quartiers défavorisés. Et quand on parle généralement de débats, de conversations transatlantiques, c'est toujours dans une approche que je trouve très bourgeoise. C'est de la démocratie en Amérique de Tocqueville, c'est toutes ces grandes conversations philosophiques qui oublient les classes populaires, les classes ouvrières. Et ce que je trouve très beau chez Fanon, c'est sa relation à l'Algérie. C'est sa relation à ces territoires aussi de grande vulnérabilité, de montrer qu'il y a des convergences de lutte, on n'arrête pas d'en parler en ce moment, qui requièrent cette empathie que j'évoquais, mais aussi une convergence, puisqu'on parle du rêve, une convergence des rêves, une convergence des imaginaires. Je crois qu'il y a un vrai partage du sensible qui est possible aujourd'hui et qu'il faut cueillir. Merci beaucoup, Shaima. Alors, Mathieu, je vais vous laisser la parole sur les aspects pluridisciplinarité, comment casser les frontières, traverser les frontières et casser les barrières. Vous l'avez incarné. Vous êtes à l'origine issu d'une formation en philosophie. Vous êtes allé ensuite vers la réalisation de films, à la fois documentaires et fiction. Vous travaillez également, vous êtes très actif dans le domaine de la musique. Alors, quels seraient les conseils à donner aux nouvelles générations pour aboutir et pour faire aboutir ces rêves, conformément à ce que aussi cette école, la Bear School, contribue à faire pour des formations dans le domaine plus des data. Je vous laisse la main, Mathieu. Alors, mon père me disait quelque chose qui m'est resté, parce que c'est longtemps resté un peu un mystère. C'est qu'il me disait le pire pour un homme ou une femme, pour quelqu'un, c'est d'être en contradiction avec soi-même. Donc c'est assez large, c'est assez flou. Voilà. Je pense que c'est à des moments où justement je me posais des questions d'orientation et voilà la réponse que j'avais. Donc ça ne m'aidait pas trop sur le coup. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai l'impression que lui, quand il parlait de contradiction, il parlait bien sûr de contradictions profondes, de contradictions culturelles, peut-être identitaires, de tous ceux qui avaient été un moteur en fait et aussi une raison d'être de son œuvre, parce que voilà, en Martinique, dans les Caraïbes, dans les pays anciennement colonisés, les contradictions font légion, quoi. Donc ça, c'est... Et plus tard, je me suis rendu compte de ça. Bon, voilà, cette question du fils et de l'étranger, quoi, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est toujours resté avec moi. Et je pense que j'ai trouvé une autre façon de traiter cette contradiction, enfin d'affronter cette contradiction. C'est justement, et c'est un peu de la triche, c'est en me créant plusieurs carrières, peut-être. Voilà, en créant plusieurs voies différentes. Et chacune avec ses avantages, ses inconvénients, sa dose de passion. Et en même temps, ça me permet aussi de garder quelque chose d'assez flou vis-à-vis de moi-même, qui me plaît pas mal, et qui, je pense, est aussi quelque chose, donc on pourrait parler d'opacité, mais qui, je pense, est quelque chose qui peut parler à pas mal de jeunes de partout maintenant. Et même quand on parle de plus en plus d'identité, hein, au pluriel souvent, etc., j'ai l'impression que ce qu'il y a au fond, c'est aussi qu'il y a... ce qu'on partage tous, c'est ce flou un peu identitaire. On peut s'accrocher à telle chose, mais la lutte constante de tout un chacun dans le monde moderne, et c'est justement que faire de cette opacité-là. Et donc quand il s'agit de se projeter soi-même dans un environnement culturel, dans un projet culturel, c'est vrai qu'on peut tout donner dans une voie, on peut mettre tous nos œufs dans un même panier, où on peut tenter plusieurs choses en même temps et puis voir c'est très pragmatique, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de vraiment de profondeur là-dedans, mais
Enfin, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et c'est vrai que jamais je me serais dit, il y a, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans, je me serais dit que je ferais ce que je suis en train de faire maintenant. Et je suis très content d'être là où je suis, mais ce qui est difficile quand on commence, et surtout dans le monde culturel où rien n'est vraiment tracé ou pré-tracé, c'est de se lancer, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui est vachement important, c'est plus on fait, quoi. Donc c'est un peu con, mais c'est-à-dire que il faut vraiment, surtout quand on commence, ne jamais lésiner sur les différentes pistes, les différentes voies qu'on engage, qu'on initie, parce que même si ça peut être épuisant et même si ça peut être source de confusion, au bout d'un moment, ça paye. Et on arrive à trouver sa voie ou ses voies. Et j'ai un exemple, en tout cas, un exemple assez concret qui vient du fondateur de Cercle, qui est un de mes amis, qui s'appelle Derek, qui était, avant de créer Cercle, donc cette société, ce label de musique, qui était dans l'intelligence artificielle. C'était il y a 6-7 ans, et qui gagnait beaucoup d'argent, mais qui était déprimé, et qui voulait créer quelque chose qui donnait un certain sens à sa vie. Et il a tout abandonné du jour au lendemain, et il s'est mis à filmer des concerts dans son salon et à les mettre en ligne, etc. Donc voilà, c'est vrai que son entourage était peut-être un peu inquiet. Et un jour, il s'est dit, il faut que je fasse ça, mais dans un lieu emblématique, etc. Il faut que je le fasse sur la Tour Eiffel. Et de nulle part, il a envoyé un mail au mail qu'on trouve sur le site d'accueil de la Tour Eiffel, contact@toureiffel.fr, en disant bonjour, est-ce que je peux faire un concert chez vous, etc. Mais enfin vraiment de nulle part. Et la Tour Eiffel a répondu et a dit oui. Et il a pu faire ce premier concert, qui était rien du tout, hein, qui était filmé vraiment entre amis, etc. Et à partir de là, il y a eu un succès énorme. Ça a fait des millions et des millions de vues. La société a pu se former. Et maintenant, on en est à créer des concerts internationaux avec des stars de renom, etc. Et finalement, c'est venu aussi à la fois d'une volonté forte, mais aussi d'une certaine forme de naïveté. Et je pense qu'il y a aussi ça, quoi. Il faut pas avoir peur de se lancer, même dans les projets qui semblent les plus voués à l'échec ou les plus bancals, etc. Donc voilà. Merci Mathieu pour ces conseils. Alors moi j'ai noté 2 points, mais j'ai une mémoire qui défaille parfois. La Tour Eiffel répond. Donc ça va être très utile et je pense qu'elle va recevoir beaucoup d'emails. En tout cas. Et que Édouard Glissant était un excellent conseiller d'orientation. Alors ça, je viens de le découvrir, mais il a donné d'excellents conseils. En plus d'être poète, écrivain, philosophe, brillant homme. Ferdinand, alors vous m'avez dit tout à l'heure, moi aussi je suis de la nouvelle génération. Donc comment donner des conseils aux nouvelles générations si moi aussi je suis de la nouvelle génération? Mais vous avez déjà construit beaucoup de choses dans votre pays d'origine. Vous avez déjà contribué à former de nouvelles générations d'écrivains, critiques d'art, jeunes journalistes. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux nouvelles générations, même si vous n'aimez pas ça? Je pense que de nous l'a déjà dit, c'est de créer la place ou plutôt la possibilité d'expérimentation ou d'expérimenter. Je crois que ça, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est très, très important parce qu'il ne faut pas se dire d'avance que ce n'est pas possible. C'est d'abord qu'est-ce que je veux faire et essayer. Essayer jusqu'à ce que ça ne marche pas et c'est pas grave, on reprend. Moi, personnellement, je ne sais pas si c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un, mais c'est comme ça, moi, je fonctionne. À partir du moment où on me dit que ce n'est pas possible, je pose la question de pourquoi. Et c'est justement pour cette raison-là que je le ferai. Et après, c'est réussi, ça n'a pas marché. Il y a même plein de choses qui sont en cours. Et d'ailleurs, les choses que je vois aujourd'hui comme à peu près, qui marchent à peu près, sont presque encore dans le doute.
C'est ça, ce doute-là qui me permet de chercher encore, de vouloir pousser de mieux que je peux pour pouvoir le mettre à un niveau. Sinon, il n'y a pas de stimulation, je n'arrive pas. Donc après, je pense que chacun sent aussi ses limites, ses possibilités, ses forces. C'est à partir de ce moment-là, mais surtout, écoutez les autres, mais ne faites jamais ce qu'ils vous disent, sauf s'ils ont vraiment réussi ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où vous savez que vous voulez passer par un chemin, vos parents, vos amis n'ont jamais fait cette expérience et vous disent que ce n'est pas possible. Et pourquoi? C'est tout ça. Et puis, je ne sais pas, je n'arrive pas à définir, en tout cas pour moi personnellement, la réussite. La réussite pour moi, c'est quand j'ai essayé. Maintenant, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que ça a été essayé, oui. Je l'ai dans mon bagage intellectuel, artistique, personnel. Et c'est avec ça que je marche, c'est ça qui me construit tous les jours. Donc voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Donc on a parlé de célébration, on a parlé d'affirmation avec vos retours. Et éloge de Titouba, le personnage de Maryse Condé. On a parlé éloge du doute aussi. Avec vous, Ferdinand, de la recherche avec Oulimata. L'éloge du doute, c'est René Guiton. On a évidemment parlé de l'opacité, droit à l'opacité avec Mathieu, en référence à Édouard Glissant. Et on n'a pas tellement abordé la thématique économique. Alors, un dernier mot, Zola, sur cette thématique-là, avant de clôturer tous ensemble. J'aimerais donc en fait rajouter un mot et rebondir toujours sur cette question du conseil à la jeunesse. Et pour moi, l'un des conseils principaux, ce serait vraiment exiger d'être payé et d'être bien payé. De mon côté, c'est une question qu'on n'a pas abordée aujourd'hui. Moi, je suis issue d'un milieu immigré, d'une famille précaire. Je suis également immigrée de première génération. Intégrer les industries culturelles et le monde de la culture, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile, même en étant issu d'une formation d'élite. Et je pense qu'il faut commencer à ne plus être bénévole et commencer à expliquer aux gens qu'on a besoin de manger, on a besoin d'un loyer, et qu'au-delà de proposer des imaginaires, des idées et étendre différents types de lignes, moi j'encourage particulièrement l'interdisciplinarité. Je suis chargée de mécénat, salariée, également présente au sein d'un collectif, mais mon activité culturelle aujourd'hui n'est possible uniquement parce que j'ai une activité salariée qui n'a rien à voir avec les industries culturelles. Et ça, je pense qu'il faut s'en souvenir. Et donc, plus on exigera d'être mieux payé, plus collectivement on pourra avancer, je pense. Un très bon message, là. Et particulièrement important dans l'univers culturel, il est vrai. Et je crois que c'est un des marqueurs des nouvelles générations d'être particulièrement investis sur ces sujets. Afin de clôturer cette table ronde, des grands merci à toutes et tous pour vos échanges extrêmement riches. Je souhaitais évoquer les projets à venir de chacune d'entre vous. Donc Zola, en termes d'actualité, vous avez cette exposition à la Maison de la Culture d'Amiens dans le cadre d'un partenariat qui s'appelle Cura, que vous avez cité avec le ministère de la Culture et le Centre national des arts plastiques. La prochaine occurrence de l'exposition sera en janvier 2025 et jusqu'à l'été 2025. Vous avez un très fort projet important sur les enjeux de la diversité dans les médias et de la culture en lien avec Iris Ouadraogo, qui est de l'Association des journalistes racisés. Pour vous, Sheima, il y a les Assises de la diversité, toujours, qui continuent. Ce forum du multiculturalisme qui est en projet, que vous cofondez avec Clément Postec et qui aura des occurrences successives à partir de l'année 2025. Et toujours l'enseignement, et bravo pour votre dynamisme à Sciences Po et la recherche doctorale à la New York University. Grand merci à vous. Mathieu, la première salle de concert vidéo immersive Nomade démarre à Mexico à partir de avril 2025 dans le cadre de votre activité pour le Cercle Musique. Votre documentaire pour France Télévisions long métrage est prévu pour l'année prochaine de mémoire. Alors on garde la surprise, on découvrira ce que c'est, mais vu les précédents, c'est particulièrement à suivre. Et l'exposition de l'Édouard Glissant Art Fund à Sao Paulo démarre en septembre 2025, en parallèle de la Biennale de Sao Paulo, qui est, c'est à noter, une des plus belles et anciennes biennales au monde,
Elle a été créée dans les années 1950 et c'est la deuxième, la plus ancienne après la Biennale de Venise. Au-delà de cette exposition, il y aura toute une série de symposiums dans plusieurs villes au Brésil, puis toute une série de projets d'exposition ensuite qui tourneront dans différents pays, dont MoMA à New York en 2026 aux États-Unis. Oulimata, vous continuez sur un dynamisme particulièrement fort au sein du post-diplôme Art des Beaux-Arts de Lyon. Un soutien toujours discret mais très actif aux nouvelles générations du monde de l'art. À chaque fois que je rencontre des nouvelles générations du monde de l'art, elles me parlent de vos soutiens, elles me parlent de vous, donc bravo à vous. Et ce partenariat d'exposition avec la Fondation Sandretto à Turin dans le cadre également des Beaux-Arts de Lyon. Félicitations pour toutes ces activités. Ferdinand, votre solo show est en cours à l'espace d'art contemporain Camille Lambert à Juvisy jusqu'au 7 décembre 2024. Vous avez une nouvelle grande installation qui est prévue au Palais de la Porte Dorée, qui est un ancien lieu colonial. C'est particulièrement à noter ça, et qui démarrera du 8 novembre, le 8 novembre, pardon, et ce sera jusqu'au 9 février 2025. Vous aviez demandé une cérémonie de pardon, je crois, au Palais de la Porte Dorée, qui à date n'a pas été validée par la direction du Palais de la Porte Dorée. Et vous avez en conséquence organisé une cérémonie de permission en lien avec plusieurs autorités spirituelles en Afrique. Ça démarrera donc en novembre. On verra quelques images de ça. Vous avez eu raison de ne pas céder. Bravo à vous. Et vous avez un très beau projet qui s'appelle Ongpaksa, qui vise à valoriser les œuvres auprès des populations d'origine et qui démarrera également en 2025. Donc votre préoccupation majeure est de vous orienter vers les populations d'origine et pas vers les populations occidentales. Bravo à vous. Vous toutes et tous, vous avez clairement contribué à guérir nos cœurs, comme le disait Tituba, à alimenter nos rêves de liberté, à alimenter nos rêves de victoire. Grand merci à toutes et tous et bravo pour vos projets respectifs. Merci à tous.